La Russie est en panique. Déjà, de proches fonctionnaires russes ont déclaré qu'ils étaient à peu près à rejeter l'offre de paix de Trump. Poutine semble avoir lu Negotiating Center de Michael Scott et l'applique à ce conflit. Il est étonnant d'entendre des personnes de l'entourage de Poutine déclarer publiquement qu'elles sont prêtes à rejeter l'offre de paix de Trump alors qu'il n'en a pas encore fait. Cela n'a aucun sens, mais je pense qu'il est plus important de comprendre les raisons des actions de la Russie que de rejeter simplement cette réaction comme étant stupide. Entrons dans les détails. Ce commentaire émane d'un oligarque du nom de Konstantin Malafeyev. Il s'agit d'un éminent partisan de la ligne dure, lié au Kremlin, et nous devrions donc écouter ce qu'il a à dire. Il ne fait pas que partager son opinion avec nous, il nous offre des perspectives que le Kremlin prendra probablement au sérieux. Et il a attribué le refus de Poutine de l'offre de Trump à la personne que Trump a nommée envoyé spécial pour le conflit. Il s'agit du général Keith Kalak, et il n'aime ni la Russie, ni Poutine. Parlons plutôt avec le général Kalak des griefs de la Russie et de la stratégie qu'il préfère pour les résoudre. Mais comme toujours, je vous demande d'appuyer sur le bouton j'aime ci-dessous, cela aide vraiment notre algorithme à créer des films sur des conflits comme celui-ci. Le général Kalak a exprimé ses sentiments sur Poutine et ses menaces gratuites de déclencher une guerre nucléaire à la télévision quelques jours seulement avant que le président élu ne nomme Keith Kalak comme son représentant spécial pour le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Écoutons tout d'abord ce que cela signifie. En raison de sa portée, il s'agit d'un missile balistique de moyenne portée doté de plusieurs corps de rentrée indépendants MIRV, ce qui signifie qu'il possède de nombreuses ogives. En d'autres termes, ils peuvent se diviser et atteindre de nombreuses cibles. En effet, elles vont se diviser et frapper plusieurs cibles. Il peut également être équipé d'une ogive nucléaire. Toutefois, ils n'en ont déployé qu'une seule, et il s'agit essentiellement d'une famille de missiles balistiques à moyenne portée montés sur des camions. Jack Keane a fait une remarque vraiment révélatrice sur la manière dont il les utilise pour des raisons psychologiques. Comme elle a touché une ville avec un minimum de dégâts, il a décidé de ne pas l'utiliser, même si elle était utile sur le plan militaire. Mais en gros, il dit à l'Occident « Regardez ce que je peux faire » et les gens ont reculé sur cette question. Le président Biden s'est retiré. On s'est dit « Oh mon Dieu, on ne peut pas faire ça » dès qu'il a dit IRBM, ICBM, guerre nucléaire. C'est à ce moment-là qu'il faut intervenir car il ne fait pas référence à Poutine. Il ne va pas déclencher un conflit nucléaire en Europe. Et vous le mettriez en garde, laissez-moi m'assurer que vous comprenez que vous ne devriez pas faire cela. Les Français et les Britanniques ont des armes nucléaires, nous avons des armes nucléaires. D'ailleurs, on ne lui a pas vraiment dit ça, c'est donc une sorte de drame psychologique. Et je pense que Jack Keane a raison, il a donc un peu augmenté l'utilisation de la puissance de feu, un peu comme Zelensky lorsqu'il a envahi la région de Koursk avec des missiles à longue portée. Le général Kalak dit maintenant exactement ce que nous disons sur ce canal depuis le début de la guerre. Poutine ne fait qu'augmenter la rhétorique et les médias suivent simplement son exemple. En fait, les deux parties, Fox News et CNN, croient simplement ce que Poutine dit. En fin de compte, c'est exactement ce que veut Poutine. Il ne faut pas oublier que Poutine lui-même ne peut pas se permettre un conflit nucléaire. Xi Jinping, le chef d'État de la Chine, lui a interdit d'utiliser des armes nucléaires dans ce conflit. L'Inde ne le lui permet pas et il dépend de ces deux nations pour sa survie économique. L'économie russe est déjà dans un terrible état d'effondrement. Les sanctions sont de plus en plus fréquentes. Actuellement, le taux d'intérêt est de 21%. Bien que le taux d'inflation officiel soit de 6%, de nombreuses personnes pensent qu'il pourrait atteindre 30%. Cela signifie que les taux d'intérêt vont probablement continuer à augmenter. Le plus surprenant est que les taux d'intérêt sont plus bas en Ukraine, un pays qui est en train d'être envahi. En Ukraine, on obtient une hypothèque pour moins d'argent qu'en Russie, le pays qui a lancé cette invasion. À cause de ces problèmes, Poutine exagère encore plus ses déclarations sur la guerre nucléaire et la Troisième Guerre mondiale. Il sait que son armée ne peut pas se permettre de rivaliser avec l'OTAN, ni même de la vaincre. Où est par exemple l'armée russe qui doit se battre contre l'OTAN? Et pourquoi son armée n'est-elle pas déjà en Ukraine, si tant est qu'elle existe? Avec tout ce tapage nucléaire, Poutine espère seulement que les dirigeants occidentaux feront marche arrière et ne prendront pas les mesures nécessaires pour aider l'Ukraine à gagner cette guerre. Avant de parler du plan de paix de la Russie, le général Kellogg répète en tout cas si nous sommes ou non dans la Troisième Guerre mondiale. Écoutons cela. Eh bien, nous avons parlé dans notre vidéo précédente d'une éventuelle proposition de paix à laquelle l'administration Trump a réfléchi. De plus, le plan de paix dont nous avons parlé et celui pour lequel le général Kellogg s'est battu semblent assez similaires. Vous pouvez bien sûr visionner cette vidéo dès maintenant, vous trouverez l'URL ci-dessous. Cependant, les trois principaux aspects de ce plan stipulent que les États-Unis suspendraient l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pendant 20 ans.
Afin d'empêcher la Russie de poursuivre son attaque ou de revenir plus tard, les États-Unis fourniraient des armes à l'Ukraine. En outre, une zone démilitarisée serait établie le long des frontières existantes qui séparent les régions d'Ukraine contrôlées par l'Ukraine et celles contrôlées par la Russie. Le tycoon russe Constantin affirme toutefois que ce plan est insuffisant, comme le montre l'article du Financial Times. Le texte exact est le suivant. Kellogg vient à Moscou avec son plan et nous l'acceptons, puis nous lui disons d'aller se faire voir parce que rien de tout cela ne nous plaît, ce qui résume tout le déroulement des négociations. Terminez la citation. Les États-Unis ont manifestement des projets en la matière et ce sont des conditions assez dures. La réponse des États-Unis au refus de la Russie de participer aux négociations serait d'armer l'Ukraine jusqu'aux dents afin d'anéantir complètement l'armée russe qui perd actuellement 2000 soldats par jour. En tout cas, nous avons de la chance que Constantin partage les exigences potentielles de la Russie pour une proposition de cessez-le-feu. Passons brièvement en revue ces points. Les conditions de la Russie pour les discussions. 1. Annulation du soutien des États-Unis à l'Ukraine, plus de livraison d'armes à longue portée ultramoderne à l'Ukraine. Cela fait enfin mal. Fantastique. 2. Destitution du président Zelensky. 3 cessions de territoire. 4 régions conquises doivent être officiellement remises par l'Ukraine à la Russie. Comme cela serait contraire aux droits ukrainiens, ce n'est pas faisable. En outre, il faudrait promettre de ne jamais adhérer à l'OTAN. 4 des discussions internationales de haut niveau. Lors de la rencontre entre Trump et Poutine, un large consensus doit être discuté sur le Moyen-Orient, les relations entre la Russie et la Chine, ainsi que sur l'ordre mondial, la sécurité et la géopolitique. 5. Reconnaître l'Ukraine comme zone d'influence primaire de la Russie. Encore une fois, c'est l'Ukraine qui prendrait cette décision, pas les États-Unis, mais nous y reviendrons. 6. Suspension des sanctions, levée complète des sanctions imposées par l'Occident à la Russie. 7. Reconnaissance de la place de la Russie dans la politique mondiale. L'intérêt stratégique mondial de la Russie doit être confirmé par un accord de paix à long terme. 6 conditions plus larges pour la paix, s'attaquer à d'autres points chauds mondiaux et créer un nouveau cadre international pour la sécurité et la paix. En plus de toutes ces exigences, Poutine ne cesse de menacer de prendre des mesures si les attentes ne sont pas satisfaites. Je vous invite tous à deviner de quelles mesures il s'agit. Comme le cliquetis d'un sabre nucléaire, ce dernier point est d'une importance capitale car l'économie russe est définitivement en surchauffe et les sanctions doivent être levées immédiatement. Rien qu'au cours des dernières semaines, le rouble a perdu plus de 15% et parfois près de 22%. Bien qu'il se soit quelque peu redressé, il est fort probable que ces pertes se poursuivent et cela signifie tout simplement que le taux d'inflation en Russie va continuer à augmenter, ce qui fatigue de plus en plus la population russe. Les prix des denrées alimentaires augmentent, les ventes de maisons diminuent, le coût des hypothèques est plus élevé qu'en Ukraine. De plus, le beurre est réquisitionné, ce n'est pas une blague, la situation est si grave que les produits Apple sont mis sous clé, du moins dans certains États américains. Comme la demande de beurre est si élevée et qu'ils ne veulent pas qu'il soit volé, il est mis sous clé en Russie. Jason G. Smart aborde ici plus en détail la crise économique russe. L'économie russe est donc essentiellement dans un état épouvantable et il ne semble pas que la situation s'améliore dans un avenir proche. Il y a plusieurs explications à cela. L'une d'entre elles est que le gouvernement a tenté de compenser les lourdes sanctions imposées à la Russie en 2022 en augmentant la demande globale. C'est l'économie de Kensington où l'on croyait simplement qu'imprimer plus de roubles et faire circuler plus d'argent au sein de sa propre économie contribuerait à la reprise. Et cela a été le cas à court terme. Beaucoup de gens ont dit que l'économie russe ne semblait pas avoir beaucoup souffert des sanctions sévères, mais ce n'était que temporaire. C'est comme une frénésie de sucre et c'est là le problème. Même si cela aide l'économie, elle finira par s'effondrer. Ce que nous pouvons voir maintenant, c'est que le rouble a perdu environ 15% de sa valeur en quelques jours. Bien qu'il se soit quelque peu redressé, il semble que le rouble va continuer à perdre de la valeur. Quelle est sa valeur? Il semble qu'il s'agisse d'une somme considérable. N'oubliez pas que selon la Banque centrale russe, l'inflation n'est que de 8%. Le professeur Hankey de l'université Johns Hopkins affirme que la vérité était probablement plus proche de 28%. D'autres économistes affirment toutefois qu'elle est bien plus élevée. Étonnamment, cela n'a aucune influence sur l'inflation. Leur taux d'intérêt de 21% est insuffisant. Cependant, ils ne prennent pas les mesures nécessaires pour s'assurer qu'ils peuvent gérer la valeur du rouble. Le rouble devra très probablement être dévalué, ce qui ne fera qu'aggraver la situation. Comme vous pouvez le constater, le budget national de la Russie est basé sur l'hypothèse qu'un baril de pétrole rapportera au moins 72 $ américains. L'Arabie Saoudite, membre de l'OPEP+, a maintenant annoncé son intention de mettre plus de pétrole sur le marché afin de faire baisser le prix de la matière première. Nous supposons désormais que Trump, lorsqu'il prendra ses fonctions, misera sur le forage.
Une baisse des prix du pétrole aura donc un impact négatif considérable sur la Russie, et s'ils doivent dévaluer le rouble, nous le verrons. Supposons également que les prix du pétrole chutent à 50 $ américains le baril, par exemple. En raison de la dévaluation, le rouble vaudra en fait environ 1,22 ou 1,55 $ américains pour un dollar. Ce n'est rien. L'inflation fait que les Russes perdent plus de 28% de leurs revenus, mais avec la dévaluation, ils perdent en plus 22% ou 55%. C'est tout simplement énorme. Pensez donc que le Russe moyen consacre près de la moitié de ses revenus à l'alimentation, alors que l'Européen moyen n'en consacre que 15%. Comment donc joindre les deux bouts quand on a perdu plus de la moitié de son argent à cause de l'inflation et de la dévaluation? C'est pourquoi la Russie devient de plus en plus risquée. Les récentes élections américaines nous ont sans doute tous rappelé que l'économie est toujours au centre des préoccupations. Quelle sera l'influence de cette économie sur la réaction de Poutine et à quelle vitesse souhaite-t-il conclure les pourparlers de paix? Il semble donc que l'administration Trump va encourager les discussions et tout porte à croire que tant la partie ukrainienne que la partie russe seraient ouvertes à un tel dialogue. Pour la suite, il y a beaucoup de choses que nous ne savons tout simplement pas. Nous n'avons aucune idée de ce que Trump proposerait ou de ce que serait sa première action, mais nous ne savons pas non plus avec certitude si toutes les parties prenantes ou partenaires dans cette affaire, je devrais dire la Russie, seront d'accord. Je pense maintenant que la probabilité que la Russie veuille mettre fin à ce conflit augmente certainement. Selon des rapports récents, les gouverneurs locaux russes sont formés pour définir la victoire en Ukraine comme la satisfaction du territoire que la Russie a déjà conquis et non comme la conquête de la nation entière. Voilà donc les signes subtils que nous observons. La Russie est toutefois confrontée à un certain nombre de problèmes graves. Il ne semble pas que l'économie soit sur le point de se rétablir. En outre, le rouble pourrait s'effondrer à tout moment. Ce qui est vraiment passionnant, c'est que le gouvernement imprime de l'argent pour les Russes. Si l'on regarde le pourcentage de Russes qui ont contracté des hypothèques subventionnées par l'État. Les taux d'intérêt de ces hypothèques vont augmenter pour suivre l'inflation du rouble. Comment vais-je payer cela? Se demande le citoyen lambda. Je n'ai pas accepté des conditions aussi élevées. Les gens ne pourront pas rembourser leur crédit s'ils commencent à quitter leur maison. Ni l'économie ni la banque n'en profiteront et nous voyons que les banques en Russie sont assez inquiètes. En effet, il faut actuellement souvent payer 30, 40 ou 50% pour obtenir un crédit. En réalité, l'acompte requis pour un crédit immobilier est de plus de 50%. Plus surprenant encore, près de la moitié des personnes ayant contracté une hypothèque ont ensuite contracté des crédits supplémentaires pour réparer ou moderniser leur maison. Cela signifie que le cercle s'élargit. Pourquoi se donner la peine de rembourser le prêt bancaire obtenu pour la rénovation de la maison si l'on n'est pas en mesure de rembourser le prêt initial parce que l'on n'a pas les moyens d'acheter? En raison de ce contexte, la situation en Russie pourrait rapidement se dégrader. En fait, ce qui se profile a le potentiel de menacer l'ensemble du gouvernement de Poutine. Supposons que ce château de cartes s'effondre. Qu'en penserait Poutine? Considérons maintenant un scénario dans lequel une hyperinflation ou quelque chose d'encore plus immédiat se produit soudainement. Imaginez que vous êtes un soldat qui se fait tirer dessus quelque part sur le front. À ce stade, l'espérance de vie d'une recrue russe est inférieure à 1 mois. La probabilité qu'ils reviennent après leur arrivée est extrêmement faible. La plupart d'entre eux le font parce qu'ils ont besoin d'argent, comme nous le savons. Mais cela vaut-il vraiment la peine si l'argent est inutile ou si on vous a promis une certaine somme qui ne suffit même pas à couvrir les besoins de base de votre famille aujourd'hui? Les soldats désertent tout simplement pour ce genre de choses. Ce qui est fascinant dans la désertion, comme vous le savez, c'est qu'elle s'accélère dès qu'un certain nombre d'hommes sont en fuite. Eh bien, pourquoi donner ce qui reste pour mourir? Le demandent d'autres soldats. Pour faire simple, cela n'en vaut pas la peine. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il y aura une révolution populaire en Russie où les citoyens descendront dans la rue pour réclamer des changements. Je pense cependant qu'il est probable que quelqu'un de proche de Poutine profite des circonstances pour prendre le contrôle. Et qu'est-ce qui me fait penser que cela va se produire? Les preuves historiques montrent que les dictatures personnelles, comme celle de Poutine, se terminent généralement par des effusions de sang. Même si vous aimez Poutine et qu'il vous a apporté une fortune, si vous êtes un oligarque dans la Russie d'aujourd'hui, vous savez qu'il a 72 ans et qu'il finira par mourir. Et est-ce vraiment une bonne idée d'attendre simplement de voir qui le remplacera? Rappelez-vous que Poutine a réussi à équilibrer les oligarques, les nombreux clans et les factions opposées, ce qui est à l'une des raisons de sa grande influence en Russie. Et il a pu les empêcher de s'entretuer en les maintenant en équilibre. Chacun avait ses propres secteurs économiques qu'il contrôlait ou volait à l'État. Mais si vous savez que Poutine sera remplacé par une faction adverse,
vous pouvez être sûr qu'elle vous assassinera, vous et votre famille, et confisquera tous vos biens. Il n'y a donc aucune raison de ne rien faire, si ce n'est de regarder ce qui se passe. La meilleure approche serait de prendre l'initiative de se débarrasser de Poutine pour assurer votre propre sécurité. En outre, vous deviendrez le nouveau tsar et probablement l'une des personnes les plus riches du monde si vous pouvez opprimer vos adversaires et confisquer leurs biens. Le gouvernement russe a fait pression pour un plan de paix afin de leur barrer la route, donc je suppose que cela a du sens maintenant. Ils veulent donner l'impression qu'ils sont dans une position plus forte que les autres. Toutefois, nous avons eu aujourd'hui un plan de paix financier potentiel que la Russie pourrait présenter à Trump. Peut-être pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet. La nature de ce plan de paix a donc fait l'objet de nombreuses discussions. En outre, la majorité des scénarios partent du principe que l'Ukraine souhaite un conflit gelé, ce que la Russie accepterait probablement en raison de ses nombreux problèmes de politique intérieure. En outre, elle ne gagne en réalité aucun pays. La Russie a conquis environ 0,1% du territoire ukrainien l'année dernière, bien que tous les rapports affirment qu'elle a fait des progrès considérables dans le pays. Compte tenu du fait que des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie, c'est peu, plus de 35% du budget du Kremlin seront dépensés l'année prochaine uniquement pour l'armée. Ce n'est pas supportable une fois de plus, et si l'on tient compte à la fois de l'inflation et de la dévaluation du rouble, il ne dépense même pas autant que l'année précédente. La situation économique de la Russie est donc plutôt sombre, et il est d'une importance cruciale de déterminer l'issue des conflits. Nous ne savons pas vraiment où ce processus de paix nous mènera lorsqu'il commencera. Les Ukrainiens ont clairement une influence sur l'oblast russe de Khorsk. Malgré des mois d'efforts, la Russie n'est pas en mesure de chasser les forces ukrainiennes. Réfléchissez à cela, même la Russie, qui aime se vanter d'être l'une des nations les plus grandes et les plus puissantes du monde, n'est pas en mesure de libérer une région d'environ 1000 km². Mais ce qui est vraiment étonnant à propos de Koursk, en Russie, c'est que j'y étais il y a quelques mois. En outre, j'ai parlé à plusieurs habitants de Koursk pendant mon séjour, et ce que j'ai entendu à plusieurs reprises, c'est qu'ils rendaient Vladimir Poutine responsable de la fuite de leur ville, mais ils disaient aussi qu'ils le méprisaient et qu'il était un terrible dirigeant, et ils espèrent sincèrement que c'est sa fin imminente, et j'ai parlé à de vrais Russes en Russie. Donc, si nous nous penchons sur le sujet, je pense qu'il se passe beaucoup de choses que nous ne pouvons peut-être pas observer, c'est juste en dessous de la surface. Et là, je pense que Poutine pourrait se trouver dans une situation bien plus dangereuse que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Parfois, les dictateurs tombent tout simplement, comme l'a montré l'histoire mondiale. Cela se produit rapidement et sans aucun avertissement, et Vladimir Poutine pourrait vivre cela à tout moment. Mais qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre opinion ci-dessous et merci de votre attention.